C'est le cardinal Louis Tagle qui parle honnêtement d'une décision difficile. Ce que la plupart des gens n'ont pas réalisé à l'époque, c'est qu'il détenait les dossiers privés du Vatican liés aux dernières volontés du pape François. Aujourd'hui, des parties de ces dossiers ont été divulguées. Dans cette vidéo, nous verrons ce qui a été révélé et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de l'Église. Commençons. Fuite du Vatican. Même avant cette récente fuite du cardinal, le Vatican a en effet connu d'importants scandales de fuite dans l'histoire récente. Mais ceux-ci diffèrent considérablement des allégations actuelles concernant le cardinal Tagle. Les deux incidents les plus notables sont communément appelés Vatileaks 2012 et Vatileaks 2 2015. Le premier scandale Vatileaks a éclaté en 2012 pendant le pontificat du pape Benoît XVI. Il a commencé lorsque des lettres et des documents confidentiels adressés au pape Benoît et à d'autres fonctionnaires du Vatican ont fait l'objet d'une fuite et ont été révélés lors d'une émission de télévision italienne intitulée « Les Intouchables » sur la 7 à la fin du mois de janvier 2012. La situation s'est aggravée en mai 2012 lorsque le journaliste italien Gianluigi Nuzzi a publié un livre intitulé « Sa sainteté, The Secret Papers of Benedict XVI », qui contient une correspondance confidentielle révélant la corruption, les luttes de pouvoir et les irrégularités financières au sein du Vatican. La figure centrale de ce scandale est Paolo Gabriele, majordome personnel du pape Benoît depuis 2007, qui a été arrêté le 23 mai 2012 après que des documents confidentiels ont été trouvés dans son appartement au Vatican. À l'issue d'une enquête et d'un procès, Paolo Gabriele a été reconnu coupable de vol aggravé le 6 octobre 1912 et condamné à 18 mois de prison. Il a purgé sa peine dans une cellule du Vatican avant d'être gracié par le pape Benoît en décembre 2012. Un autre individu, Claudio Chiarpelletti, a été reconnu coupable d'obstruction à la justice en relation avec les fuites et a été condamné à une peine réduite de 2 mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve de 5 ans. En réponse à ces fuites, le pape Benoît a nommé une commission composée de 3 cardinaux, Julian Herranz Casado, Joseph Tomco et Salvatore De Giorgi, pour enquêter sur ces violations. Cette enquête aurait mis au jour des problèmes plus profonds, notamment des allégations de scandales sexuels et de chantage au sein du Vatican. Les répercussions de ce scandale ont été considérables, notamment la révocation d'Ettore Gotti Tedeschi de son poste de président de la Banque du Vatican. De nombreux observateurs et experts du Vatican estiment que le scandale Vatileaks a largement contribué à la décision sans précédent du pape Benoît de démissionner le 28 février 1913, la première démission papale volontaire en près de 600 ans. Les documents ayant fait l'objet d'une fuite ont révélé des luttes de pouvoir internes, notamment des efforts visant à ébranler le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État du Vatican, et des conflits concernant l'avenir de la Banque du Vatican. 3 ans plus tard, en 2015, un deuxième grand scandale de fuite, surnommé Vatileaks 2 par les médias italiens, est apparu pendant le pontificat du pape François. Cette fois, les divulgations non autorisées concernaient la mauvaise gestion financière et les dépenses somptuaires au sein du Vatican, révélant une opposition aux efforts de réforme du pape François. Le scandale a été révélé en novembre 2015, lorsque 2 journalistes italiens, Gianluigi Nuzzi et Emiliano Fittipaldi, ont publié des livres basés sur des documents ayant fait l'objet d'une fuite. Via Crucis de Nuzzi, publié en anglais sous le titre Merchant in the Temple, et Avarizia et Cupidité de Fittipaldi. Ces publications ont révélé des détails financiers troublants, notamment des affirmations selon lesquelles le Vatican possédait des propriétés d'une valeur d'environ 4 milliards d'euros et que l'hôpital Bambin-Gesù avait payé des rénovations coûteuses à l'appartement du cardinal Tarcisio Bertone, ce qui a mis en lumière les inquiétudes concernant la transparence financière. Contrairement au premier scandale Vatileaks, qui impliquait le majordome du pape, les fuites de 2015 auraient été facilitées par 2 personnes qui avaient été nommées pour aider à la réforme du Vatican. Monseigneur Lucio Angel Vallejo Balda, secrétaire de la préfecture des affaires économiques, et Francesca Immacolata Ciauchi, chargée des relations publiques. Tous 2 avaient été membres de la commission de référence sur l'organisation de la structure économico-administrative, COSEA, du pape François. Le Vatican a pris la décision extraordinaire de mettre les journalistes en examen pour complicité, marquant ainsi la première fois que des journalistes étaient jugés par le tribunal du Vatican. Cependant, les 2 journalistes ont finalement été acquittés en juillet 2016, le tribunal citant les principes de la liberté d'expression. Monseigneur Balda, en revanche, a été condamné à 18 mois de prison à compter du 22 août 2016, bien qu'il ait bénéficié de la clémence du pape François après avoir purgé environ la moitié de sa peine. Ce qui est particulièrement remarquable dans les 2 scandales Vatileaks, c'est qu'ils impliquent des preuves concrètes,
des sources multiples et une documentation importante. Les documents ayant fait l'objet d'une fuite ont été obtenus physiquement et publiés publiquement, et les personnes responsables des violations ont été identifiées. Le Vatican a réagi par des enquêtes formelles, des procédures judiciaires et des réformes institutionnelles. C'est ici que les choses prennent une tournure fascinante. Il y a une toute autre histoire à propos du pape François et des documents sensibles du Vatican. En janvier 2025, le pape François a publié son autobiographie intitulée « Espérance », qui contient une révélation frappante. Lors de son élection en 2013, le pape Benoît XVI lui a remis une grande boîte blanche contenant des documents sensibles liés aux situations les plus difficiles et les plus douloureuses au sein de l'Église. Cette remise a eu lieu lors de leur rencontre historique à Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes, peu après l'élection de François. Selon l'autobiographie de François, Benoît lui aurait dit « Tout est là-dedans », faisant référence à des documents relatifs à des cas d'abus, de corruption, d'affaires sombres, d'actes répréhensibles. Cette révélation a été rapportée par de grands médias, dont The Guardian et The Independent, donnant un rare aperçu du transfert privé d'informations sensibles entre les papes. Bien que le pape François n'ait pas précisé le contenu exact de la boîte dans son autobiographie, le contexte historique et d'autres rapports suggèrent qu'elle contenait probablement le rapport confidentiel sur le scandale Vatileaks de 2012 préparé par les 3 cardinaux pour le pape Benoît. Cette hypothèse est étayée par des informations datant de 2013, lorsque Reuters a noté que le pape Benoît avait décidé que le rapport serait remis à son successeur pour qu'il puisse le consulter uniquement. Ce transfert de documents de Benoît à François représente un partage légitime et protocolaire d'informations sensibles au cours d'une transition papale, bien loin de la fuite présumée de dossiers sur la base des dernières volontés. Il illustre la manière dont le Vatican traite les informations confidentielles par les canaux établis et avec l'autorité appropriée, plutôt que par des divulgations non autorisées. C'est ici que les choses prennent une tournure fascinante. L'histoire du pape François et des documents sensibles du Vatican est tout à fait différente. La revendication et ses origines. Le cardinal Luis Antonio Joaquim Tagle, né le 21 juin 1957 à Manille, Philippines, est une personnalité éminente de l'Église catholique depuis de nombreuses années. Avant d'être élevé au rang de cardinal, il a été archevêque de Manille de 2011 à 2020. Il occupe actuellement le poste de pro-préfet de la section pour la première évangélisation et les nouvelles églises particulières du dicaster pour l'évangélisation, un rôle important au sein de la hiérarchie vaticane. Connu pour son attitude avenante, Tagle est souvent appelé affectueusement Chito par ses proches, un surnom qui vient de son nom complet, Luisito, comme il l'a lui-même expliqué dans une interview accordée en 2014 à Raymond Arroyo dans le cadre de l'émission The World Over sur UWTN. Le cardinal Tagle est réputé pour ses positions théologiques, progressistes, son humilité et son engagement résolu en faveur de la justice sociale. Ces qualités ont souvent suscité des comparaisons avec le pape François, ce qui lui a valu le surnom de « François asiatique ». En effet, leur relation était caractérisée par un respect mutuel et une vision commune de l'Église. Le pape François a nommé M. Tagle à plusieurs postes clés au cours de son pontificat, notamment en le nommant préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples en 2019 et en le promouvant cardinal-évêque en 2020, faisant de M. Tagle le premier Philippin à occuper ce rang prestigieux. Pour mieux comprendre le caractère et la philosophie du cardinal Tagle, nous pouvons nous référer à ses propres paroles. Lors de la visite du pape François aux Philippines en 2015, le cardinal Tagle a prononcé un discours émouvant à la cathédrale de Manille, dans lequel il a souligné la résilience du peuple philippin et sa foi. Ce discours illustre non seulement l'éloquence de M. Tagle, mais aussi son lien profond avec son héritage philippin et sa compréhension du rôle que joue la foi dans la vie des gens. Des thèmes qui résonnent fortement avec l'accent mis par le pape François sur la nécessité de tendre la main aux personnes marginalisées et de comprendre les expériences vécues par les catholiques du monde entier. La relation entre le cardinal Tagle et le pape François était en effet étroite et importante sur le plan professionnel. Au cours de son pontificat, François a confié à Tagle d'importantes responsabilités, notamment des rôles de direction lors des synodes et des missions spéciales en tant qu'envoyé papal. Cette relation professionnelle s'est construite sur une vision commune d'une Église plus inclusive et socialement plus consciente. Mais il est important de noter que leur relation, bien que chaleureuse et collaborative, a suivi les protocoles et les hiérarchies établis du Vatican. Dans ce contexte, les affirmations concernant des dossiers secrets ou les dernières volontés de divulguer des informations représenteraient une rupture radicale avec le respect démontré par les deux hommes pour les institutions et les procédures de l'Église.
Cela contredirait également la loyauté bien documentée de Tagle à l'égard de l'Église et de ses procédures. Le complot contre le pape François. Le 21 avril 2025, le pape François s'est éteint à l'âge de 88 ans, mettant fin à un pontificat qui s'est étalé sur 12 années transformatrices. Né Jorge Mario Bergoglio en Argentine, il est devenu le premier pape jésuite, le premier originaire des Amériques et le premier à porter le nom de François, en hommage à la dévotion de Saint François d'Assise pour les pauvres. Mais François ne s'est pas contenté de rompre les traditions avec son nom et ses origines. Ses réformes progressistes et ses prises de position franches sur tous les sujets, du changement climatique au divorce, en passant par l'homosexualité, lui ont valu à la fois des partisans dévoués et des opposants farouches. Et ces derniers ne se contentaient pas de débats théologiques, certains voulaient l'éliminer. Examinons ce que nous savons des menaces physiques contre le pape François, de l'opposition interne qu'il a rencontrée au sein de l'Église et de la manière dont ces forces continuent de façonner l'Église catholique, même après sa mort. La première tentative d'assassinat confirmée contre le pape François a eu lieu en septembre 2015, 2 ans seulement après le début de son pontificat. La cible, une messe papale à Philadelphie lors de la visite du pape aux États-Unis. Le futur assassin n'était pas un terroriste international ou un extrémiste religieux, mais un jeune homme de 17 ans originaire de Lindenwold, dans le New Jersey, nommé Santos Colon Jr. Selon les documents du bureau du procureur des États-Unis, Colon a méticuleusement planifié ce qui aurait pu être un attentat dévastateur. Sa stratégie consistait à engager un tireur d'élite pour abattre le pape pendant la messe, tout en faisant détonner des explosifs dans les zones environnantes. Une attaque coordonnée destinée à faire un maximum de victimes et à semer le chaos. Ce que Colon ne savait pas, c'est que le sniper avec lequel il communiquait était en fait un employé du FBI sous couverture. Lorsque Colon a demandé à cette personne d'acheter des explosifs, il a scellé son propre destin. Le FBI avait suivi ses activités, y compris sa reconnaissance des zones cibles de l'événement papal. L'adolescent a été arrêté avant d'avoir pu mettre son plan à exécution et a ensuite plaidé coupable, en tant qu'adulte, d'un chef d'accusation de tentative de soutien matériel à des terroristes. Ces accusations étaient passibles d'une peine maximale de 15 ans de prison et d'une amende de $250 000. Le complot de Philadelphie soulève des questions troublantes. Qu'est-ce qui a poussé un adolescent du New Jersey à s'en prendre au pape? A-t-il agi seul ou a-t-il été influencé par d'autres? Bien que les documents judiciaires ne mentionnent pas explicitement ses motivations, la nature des accusations suggère une possible radicalisation ou des influences extrémistes. Ce qui est particulièrement effrayant dans cette affaire, c'est qu'il s'en est fallu de peu pour que l'attentat soit exécuté. Si le FBI n'avait pas infiltré le processus de planification de Colon, le cours de l'histoire aurait pu changer radicalement. La visite de Philadelphie, qui a attiré des foules énormes estimées à plus d'1 million de personnes, aurait pu devenir le lieu d'une tragédie qui aurait eu des répercussions dans tout le monde catholique et au-delà. Les préparatifs de sécurité pour les visites papales sont toujours considérables, mais cette affaire montre à quel point ces précautions étaient nécessaires. Le pape se déplace avec sa propre équipe de sécurité au Vatican, mais il compte beaucoup sur les pays d'accueil pour assurer une protection supplémentaire. Il s'agit d'un effort coordonné complexe, impliquant de multiples agences qui, dans ce cas, a fonctionné exactement comme prévu. Si le complot de Philadelphie était inquiétant, la prochaine tentative d'assassinat confirmée était rien moins que terrifiante. En mars 2021, le pape François est entré dans l'histoire en devenant le premier pape en exercice à se rendre en Irak, un voyage que beaucoup déconseillaient pour des raisons de sécurité. L'Irak était déchiré par la violence sectaire depuis des années, les communautés chrétiennes étant particulièrement visées par des groupes extrémistes tels que l'État islamique. Selon des extraits de l'autobiographie du pape François, L'Espérance, publiée dans le journal italien Corriere della Sera, ses conseillers avaient raison de s'inquiéter. Le pape a révélé que ce n'était pas un, mais 2 kamikazes qui avaient prévu de le prendre pour cible lors de sa visite dans la ville de Mossoul. Le complot était sophistiqué et mortel. L'un des attaquants était une femme qui portait des explosifs sur son corps, tandis que l'autre complot impliquait une camionnette bourrée d'explosifs. Tous 2 ont été interceptés et éliminés par les forces de police irakiennes avant qu'ils n'atteignent leur cible. Ce qui rend cette affaire particulièrement fascinante, c'est la coopération internationale qui a permis de sauver la vie du pape. Le complot a été déjoué grâce aux renseignements fournis par les services de sécurité britanniques, ce qui montre à quel point la protection du souverain pontife est devenue une préoccupation mondiale. « On m'a déconseillé d'y aller », écrit François dans son autobiographie. « Mais je me suis senti obligé de rendre visite à ceux qui avaient tant souffert. » Cette déclaration en dit long sur le caractère du pape. Un homme conscient des risques, mais qui a donné la priorité à sa mission pastorale auprès de communautés ayant subi des persécutions inimaginables. La visite en Irak était déjà un cauchemar sur le plan de la sécurité. Se déroulant pendant la pandémie de coronavirus, elle a nécessité une planification et des précautions considérables.
Le pape a visité Bagdad, Najaf et Erbil, mais son arrêt à Mossoul était particulièrement symbolique, car la ville était un bastion de l'ISIS quelques années auparavant. Selon Newsweek, les attaques étaient censées coïncider avec la visite de François à Hosh al-Biaa, ou place de l'église de Mossoul, où il a prié pour les victimes de la guerre dans la ville dévastée. La place contient les ruines de 4 églises détruites pendant l'occupation de l'ISIS, un symbole puissant de la souffrance de la communauté chrétienne d'Irak, qui est passée de 1 500 000 en 2003 à seulement quelques centaines de milliers en 2021. Le magazine America a rapporté que les assaillants ont été tués avant d'atteindre le pape, ce qui indique une réaction décisive des forces de sécurité irakiennes. Le magazine a également noté que les révélations du pape sur le complot ont été faites des années après l'événement, ce qui laisse supposer que les responsables du Vatican ont voulu éviter de susciter l'inquiétude à l'époque. Ce qui rend cette tentative d'assassinat particulièrement inquiétante, c'est le contexte dans lequel elle s'est produite. La communauté chrétienne irakienne avait déjà été décimée par des années de violences ciblées. Un attentat réussi contre le pape pendant sa visite aurait été non seulement une tragédie pour l'Église catholique, mais aussi un coup dévastateur pour cette minorité vulnérable et pour les relations interconfessionnelles dans la région. L'intrigue irakienne met également en lumière les défis uniques en matière de sécurité auxquels est confronté un chef religieux mondial. Contrairement aux chefs d'État qui peuvent parfois limiter leurs déplacements à des lieux sûrs, le pape François a toujours montré sa détermination à se rendre dans des zones de conflit et des régions où les catholiques sont minoritaires ou persécutés. Ce zèle missionnaire, bien qu'inspirant de nombreuses personnes, crée d'importants problèmes de sécurité pour ceux qui sont chargés de le protéger. Les menaces qui pèsent sur le pape François ne se présentent pas toutes sous la forme de bombes et de balles. Tout au long de son pontificat, il a dû faire face à une importante opposition interne de la part de factions conservatrices au sein de l'Église catholique qui s'opposaient à ces réformes progressistes. En octobre 2015, le Télégraphe a fait état de ce qu'il a appelé des appâts empoisonnés visant à déstabiliser François depuis l'intérieur de l'Église. Ces efforts ne visaient pas à blesser physiquement le pape, mais à saper son autorité et à créer des obstacles à son programme de réforme. Un exemple notable s'est produit lors d'un sommet du Vatican sur les questions familiales en 2015. Une lettre signée par 13 cardinaux a été divulguée aux médias, appelant à ne pas modifier la doctrine et avertissant que l'Église pourrait s'effondrer si François allait de l'avant avec ses réformes. Le porte-parole du Vatican, Federico Lombardi, a qualifié cette fuite d'actes de perturbation visant à saper le sommet. Il est intéressant de noter que 4 des cardinaux dont les noms figuraient sur la lettre ont par la suite nié l'avoir signée, et que le cardinal australien George Pell a affirmé que la version divulguée contenait des erreurs. Cette confusion met en évidence la complexité des politiques internes en jeu. Un autre exemple d'opposition interne est venu de Krzysztof Charamsa, un haut fonctionnaire du Vatican qui a publiquement révélé son homosexualité juste avant le sommet. Le théologien de la libération Leonardo Boff a qualifié ce moment de piège destiné à créer des problèmes pour François, suggérant que même des actions apparemment progressistes pouvaient être utilisées comme armes dans la lutte interne pour la direction de l'Église. Ces manœuvres mettent en évidence le champ de bataille idéologique sur lequel François a navigué tout au long de son pontificat. Comme l'a expliqué The Guardian dans un article détaillé publié en 2017, des éléments conservateurs au sein de l'Église se sont opposés aux positions de François sur le divorce, l'homosexualité et l'autorisation de la communion pour les catholiques remariés. Ils considèrent que ces positions s'écartent de l'enseignement catholique traditionnel et s'efforcent d'y résister par divers moyens. Contrairement au complot d'assassinat physique, qui provenaient d'extrémistes extérieurs à la hiérarchie de l'Église, ces efforts d'opposition interne ont été menés par des fonctionnaires de haut rang au sein même du Vatican. Ils ont utilisé des outils tels que les fuites dans les médias, les critiques publiques et les obstacles procéduraux pour contester l'autorité de François et limiter la portée de ses réformes. Ce qui rend cette opposition interne particulièrement significative, c'est qu'elle se poursuit même après la mort de François. Selon un rapport diffusé sur les médias sociaux, quelques jours seulement après son décès, des factions conservatrices complotent déjà pour influencer le prochain conclave afin d'élire un pape qui reviendrait sur les réformes de François. En utilisant la devise de l'unité comme couverture, ils espèrent persuader les autres cardinaux de choisir un successeur qui réduirait à néant l'héritage de François. Cette bataille posthume sur les réformes de François souligne à quel point son pontificat a divisé l'Église. Alors que de nombreux catholiques et non-catholiques l'aimaient pour l'importance qu'il accordait à la miséricorde, à la gestion de l'environnement et à la prise en charge des pauvres, d'autres ont considéré qu'il diluait l'enseignement catholique et qu'il faisait des compromis sur des doctrines essentielles. Après avoir exploré les différents complots et oppositions auxquels le pape François a été confronté durant son pontificat,
il est important d'examiner comment cette période turbulente a façonné l'avenir de l'Église catholique. Quelques semaines seulement après la mort de François, le 21 avril 2025, l'Église a déjà tourné une nouvelle page avec l'élection de son successeur. Le 8 mai 2025, de la fumée blanche s'échappe de la cheminée de la chapelle Sixtine, signalant au monde qu'un nouveau pape a été choisi. Le conclave des cardinaux avait pris sa décision après seulement 2 jours de délibération, un processus étonnamment rapide qui suggère soit un consensus fort, soit une coalition efficace en coulisses. Le résultat fut véritablement historique. Pour la première fois en 2000 ans d'histoire de l'Église, un Américain allait s'asseoir sur le trône de Saint-Pierre. Le cardinal Robert Francis Prevost de Chicago, âgé de 69 ans, est devenu le 267e évêque de Rome et a pris le nom de Léon XIV. Depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre, le cardinal protodiacre Dominique Mamberti a fait l'annonce traditionnelle. Habemus Papam, Léo XIV, Prevost Garde, Robert François, OSA. Quelques instants plus tard, le nouveau pape lui-même est apparu, offrant sa première bénédiction aux milliers de personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre. Dans ses premières remarques publiques, le pape Léon XIV a mis l'accent sur les thèmes de la paix et a rendu un hommage particulier à son prédécesseur, le pape François. Cette reconnaissance immédiate suggère un désir de continuité plutôt que de rupture, un signal significatif compte tenu des batailles internes sur l'héritage de François que nous avons évoqué précédemment. Ce qui rend Léon XIV particulièrement fascinant, c'est son parcours. Ce n'est pas seulement le premier pape américain, c'est aussi un pape qui a des liens profonds avec le Sud, un groupe démographique de plus en plus important pour l'Église catholique. Ayant passé beaucoup de temps en tant que missionnaire en Amérique du Sud, en particulier au Pérou, où il possède la double nationalité, Léon XIV fait le lien entre plusieurs mondes au sein du catholicisme. Avant son élection, M. Prevost a dirigé un service clé du Vatican chargé de la nomination des évêques, un poste qui lui a permis d'exercer une influence considérable sur la future direction de l'Église mondiale. Cette expérience suggère qu'il comprend les rouages de la gouvernance de l'Église, une connaissance qui sera essentielle lorsqu'il naviguera dans les mêmes politiques internes que celles qui ont posé problème à son prédécesseur. L'élection de Léon XIV a quelque peu surpris les observateurs du Vatican. Selon les marchés de Paris rapportés par The Economist, Prévost était considéré comme un outsider, avec seulement 2% de chances d'être élu. D'autres candidats semblaient plus probables, notamment le cardinal italien Pietro Parolin, le cardinal philippin Luis Antonio Tagle et le cardinal ghanéen Peter Turkson. Le fait que les cardinaux aient choisi quelqu'un qui ne figurait pas parmi les principaux candidats suggère que la dynamique du conclave était plus complexe que ce que les observateurs extérieurs avaient prévu. Cela pourrait également indiquer que la faction conservatrice dont nous avons parlé précédemment, celle qui aurait comploté pour influencer le conclave, n'a pas obtenu le résultat escompté. Les premiers indicateurs suggèrent que Léon XIV poursuivra dans la voie réformiste et inclusive de François, plutôt que de revenir sur les changements apportés par son prédécesseur. Comme l'a rapporté NPR, ses antécédents et ses déclarations antérieures s'alignent étroitement sur la vision de François, d'une Église qui tend la main aux marginalisés et embrasse la diversité mondiale. Le choix du nom « Léo » est en soi significatif. Le dernier pape Léon, Léon XIII, qui a régné de 1878 à 1903, était connu pour son enseignement social, en particulier son encyclique Rerum Novarum, qui traitait des conditions de vie des classes laborieuses. Le choix de ce nom pourrait indiquer que Léon XIV a l'intention de poursuivre l'accent mis par François sur la justice sociale et la prise en charge des pauvres. L'élection a attiré l'attention du monde entier, les dirigeants mondiaux exprimant leur désir de collaborer avec le nouveau pontife sur des questions internationales allant du changement climatique aux migrations. Sa double nationalité américaine et péruvienne le place dans une position unique pour aborder la question du fossé entre le Nord et le Sud, une ligne de fracture de plus en plus marquée non seulement dans l'Église mais aussi dans la politique mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.